Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de dernier point du programme, la géométrie différentielle, les courbes et les surfaces. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser aux courbes et aux courbes du plan, plus précisément. Et on va voir un petit peu les différentes manières qu'il existe de représenter des courbes dans le plan. Donc précédemment, vous avez déjà fait des chapitres sur les fonctions vectorielles et sur les arcs paramétrés qui étaient donc des façons de représenter des courbes du plan. Et depuis le lycée, vous avez aussi étudié pas mal de courbes. Et il y a donc plusieurs manières de les représenter. Il y a notamment la représentation paramétrique, ici. Ça permet de décrire localement l'attitude d'une courbe, comme pour les courbes paramétrées, notamment avec la notion de tangente. Et donc ici, on va étudier le cas d'une courbe ou d'une surface qui, elle, ne serait pas définie de manière paramétrée, mais qui serait définie de manière cartésienne, c'est-à-dire avec son équation cartésienne de cette forme-là. Alors quand on passera dans l'espace, on aura plutôt ce genre de choses. Et on parlera de surface, mais pour l'instant, on va s'intéresser aux courbes. Donc on va travailler ici dans R2, puis après dans R3 dans l'espace, mais déjà dans R2, muni de la structure euclidienne classique, c'est-à-dire le produit scalaire usuel de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'une courbe du plan déjà, pour bien fixer les choses? On a trois points de vue possibles. On a potentiellement ce que vous avez vu depuis le collège, euh, le fait qu'une courbe, c'est le graphe d'une application, donc qui est l'ensemble des points de la forme x, g de x pour x décrivant i. Donc ça, si jamais je le représente, eh ben, avec un exemple, on peut avoir la fonction g qui est x, on va associer 1 sur x, et sur l'intervalle i qui va être bien entendu égal à r étoile. Ici, vous avez donc un exemple de graphe d'une fonction simple, la fonction inverse, et bien entendu, si jamais je la représente, vous allez avoir comme courbe l'hyperbole de référence que vous connaissez tous. Voilà. Ça, c'est une première manière de représenter des courbes. On peut aussi, notamment pour cette fonction-là, représenter ceci d'un point de vue paramétré. C'est-à-dire qu'au lieu de définir y en fonction de x, on peut tout à fait se dire, tiens, x et y, on va les définir tous les deux en fonction d'une variable qu'on va appeler t. Donc pour ça, on va pouvoir poser par exemple à la place de la fonction g que la courbe de l'hyperbole est définie de la forme suivante. Ici, je pourrais dire que x dépend de t et vaut par exemple t, et je pourrais dire que y dépend aussi de t, mais que y est égal à 1 sur t. Bien entendu, en gardant du coup un t toujours appartenant à r étoile, on va, quand t parcourt r, R étoile, on va retomber sur l'hyperbole au niveau du tracé. Voilà. Alors j'ai pris t qui était égal à... J'ai pris un t, mais j'aurais pu aussi prendre un autre paramètre de temps de parcours. J'aurais pu tout à fait dire que x est égal à 1 sur t, et du coup que y est égal à t. Ça, c'est tout à fait possible. On a toujours la relation y égale à 1 sur x. Donc voici une deuxième manière, il y a plein d'autres paramétrages possibles de parcourir, de décrire l'hyperbole. Et puis il y a une troisième manière qui est la manière implicite. Donc une courbe définie implicitement par une équation. C'est-à-dire qu'on va plutôt représenter l'hyperbole comme l'ensemble des points x, y, tel que f de x, y égale à 0. Donc ici, l'hyperbole pourrait tout à fait être représentable par la fonction f qui a x, y associe donc le produit x fois y moins 1. Et donc ici, votre hyperbole, ce serait l'ensemble des points xy tels que xy, f de xy égale 0, qui veut donc dire que xy moins 1 serait égal à 0, qui veut donc dire
bien entendu, que y serait égal à 1 sur x, et on aurait encore une autre façon de définir le même objet géométrique. On va prendre le troisième point de vue, ici, qui va être plus général. On a des courbes qui pourront être tracées, on aura une plus grande diversité de courbes définies implicitement que définies par un graphe. Notamment, le problème d'un graphe, c'est que pour tout point x, il existe une unique image y égale g de x, donc on n'obtient pas nécessairement toutes les courbes que l'on peut imaginer. Et donc l'idée va être ici, donc en laissant donc de côté le premier point, de caractériser un petit peu mieux le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, est-on toujours capable de passer d'une représentation paramétrée à une représentation implicite et réciproquement surtout, c'est-à-dire est-ce qu'on est toujours capable de passer d'une représentation implicite à une représentation paramétrée qui serait en général beaucoup plus efficace, notamment pour le tracé de telle courbe. C'est mieux d'avoir x et y définis explicitement en fonction d'un paramètre t que x et y définis implicitement par une équation. Donc voilà le but un petit peu du début du grand 6. Alors, on va faire un petit exemple, je vous ai fait l'hyperbole, mais on va parler du cercle unité, très simple. Donner une équation cartésienne du cercle unité et en donner aussi une équation paramétrique. Alors, on se demande si c'est le graphe d'une application. L'équation cartésienne du cercle, normalement, vous devez la connaître depuis assez longtemps d'un point de vue physique, et puis peut-être aussi en mathématiques. Vous avez l'équation cartésienne d'un cercle unité, c'est x au carré plus y au carré est égal au rayon au carré, ici le rayon vaut 1, donc x au carré plus y au carré égale 1. L'équation paramétrique. Alors, pour l'équation paramétrique, il n'y en a pas qu'une, il y en a une infinité. Mais la plus logique à prendre quand on parcourt le cercle, ça serait de poser x de t est égal à cosinus de t. Et y de t est égal à sinus de t. Voilà ce qui me paraît logique de poser. Alors bien entendu, il faut absolument dire quel est l'intervalle de définition de t. Alors on pourrait tout à fait dire t est égal à r. Après, si on réfléchit un petit peu, clairement, si on prend t égal à r, c'est un peu trop, un intervalle de longueur 2π suffit, c'est-à-dire qu'on va plutôt garder un intervalle de la forme 0 de π, ou encore un intervalle de la forme moins π, c'est-à-dire un intervalle de longueur exactement 0 de π, comme ça on n'aura parcouru qu'un seul tour de cercle quand t varie entre la borne inférieure et supérieure de ce type d'intervalle. Est-ce que c'est le graphe d'une application? Si je fais un petit schéma, j'ai mon cercle unité, et je vois que si c'était le graphe d'une application, par exemple, 0 aurait une image, deux images par cette application. Donc nécessairement, ce n'est pas le graphe d'une application. Donc c'est pas le graphe d'une application. Par contre, même si c'est pas le graphe d'une application, clairement, je peux imaginer séparer en deux morceaux le cercle, demi-cercle positif, demi-cercle négatif, pour niveau désordonné, et je pourrais tout à fait dire que je considère la première fonction f1 qui à x associe racine de 1 moins x au carré, et la deuxième fonction f2 qui à x associe moins racine de 1 moins x au carré. Vous pouvez les tracer et vous allez voir que vous allez obtenir pour chacune des deux la moitié du cercle. Bien entendu,
toutes les deux pour des x compris entre moins 1 et 1. Je pourrais appeler leur courbe représentative gamma 1 et gamma 2. Et au final, le cercle serait gamma 1 union gamma 2, c'est-à-dire l'union du support des deux graphes de ces deux fonctions f1 et f2. Voilà, donc on voit déjà que c'est pas le graphe d'une application, mais clairement ça a bien une équation cartésienne comme type de courbe et ça a bien des équations paramétriques. J'en ai donné une là, la plus simple possible ici. Je pourrais tout à fait à la place de cosinus de t mettre cosinus de plein d'autres choses, cosinus de t carré, cosinus de racine de t, en choisissant bien l'intervalle, on pourrait tout à fait décrire le cercle, non pas sur un intervalle de longueur de pi au niveau des valeurs de t, mais peut-être sur un intervalle un petit peu plus grand. Voilà. Donc, remarque, c'est qu'une courbe C du plan donc, peut être donnée par un paramétrage ou donc une équation cartésienne. Et le but, c'est de passer de cette équation cartésienne à une équation paramétrique. Oui, il n'y a quand même qu'une seule équation cartésienne, mais bien entendu plusieurs équations paramétriques. Voilà l'idée. Pour ce faire, on va donner quelques définitions et on va donner le théorème directement qui de toute façon est admis. On va redéfinir ce que c'est qu'un point régulier ici. Qu'est-ce que c'est qu'un point régulier? Si jamais j'ai une fonction f qui est définie d'un ouvert U de R vers R, qui est de classe C1, si j'appelle C sa courbe, si je sais que son équation est donc l'équation implicite ici, on dit qu'un point est régulier lorsque le gradient en ce point de la fonction f n'est pas nul. Un point qui n'est pas régulier, lui, est appelé point critique, et on retrouve la notion de point critique qu'on a vu avant pour les fonctions à plusieurs variables, c'est-à-dire que le gradient est le vecteur. Et donc le théorème qui nous permet de passer du paramétrage cartésien au paramétrage, enfin la notion de courbe paramétrée, nous dit que si jamais je me fixe un point régulier ici de la courbe, dans ce cas-là, on a bien entendu elle est définie comme ceci, alors je sais que la courbe possède ce qu'on appelle une paramétrisation locale. C'est-à-dire que autour de ce point-là, vraiment juste celui-ci, il va exister donc un voisinage dans lequel tous les x, les couples xy, vérifiant la condition f de xy égale 0, pourront s'écrire comme x1 de t, f1 de t, f2 de t, où f1 et f2 seront des fonctions qui, elles aussi, seront de classe C. C'est-à-dire qu'on sera capable d'exprimer x en fonction de t et y en fonction de t à l'aide de deux fonctions, et tout ça de manière C1. Du coup, on va parler de courbe C1 ou d'arc paramétré simple et régulier au voisinage de ce point. Donc ce théorème, si on essaie de le comprendre, il montre qu'il est possible de passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique. Voilà. Et à votre avis, comment fait un logiciel de calcul numérique pour tracer une courbe définie implicitement? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend quelques valeurs d'un quadrillage, donc de la zone que vous voulez représenter. Il prend quelques valeurs de x sur chaque quadrillage, chaque point du quadrillage que vous voulez représenter. Et à chaque fois, il doit exprimer soit y en fonction de x, soit résoudre l'équation en y avec un paramètre x fixé en entrée, de sorte à calculer à chaque fois la valeur de y correspondante, et ainsi faire le tracé de la courbe. Voilà. Alors plus précisément cette remarque, ce théorème, en fait, on voit qu'il est pas forcément écrit de manière très rigoureuse mathématiquement. L'énoncé réel, il est là. Voilà. Après, y a-t-il à le retenir? Non. Mais pour vous dire un petit peu la traduction mathématique, c'est il existe un voisinage du point x0, y0, inclus dans l'ensemble de définitions U, ici. Il existera aussi
un voisinage de 0 sur lesquels définir les fonctions f1 et f2 dont on a parlé, et qui seront donc à valeur dans U, tel que, en ce point-là, x0, y0, on va avoir du coup x0, y0 égale à gamma de 0. Qu'est-ce que c'est que gamma de 0? Bah, gamma, ça va juste être la donnée de mes fonctions f1 et f2. Donc, gamma de 0, c'est f1 de 0 et f2 de 0. Et on saura que si jamais on est avec des x et y assez proches de x0, y0, alors le couple xy est sur la courbe si et seulement si xy s'écrit comme f1 de t, f2 de t. Voilà ce qu'il y a au niveau de la notion de paramétrage régulier. Donc j'espère que vous avez saisi le principe. Le but est vraiment de montrer l'existence d'une paramétrisation, d'un passage de l'équation cartésienne à une équation paramétrique. Alors, si je continue un petit peu sur les remarques, donc toujours sur ce théorème de paramétrage régulier, donc on va revenir un petit peu sur la différence entre la notion de point critique sur les deux types de définition que l'on a. Donc, si jamais elle est déjà donnée, cette courbe paramétrage, donc sous la forme de f1, f2, avec l'intervalle i spécifiant les valeurs de t, dans ce cas-là, on dit qu'un point est régulier si et seulement si, donc f'1 de t, f' de t est différent de 0, 0. Ça, c'est ce que vous avez vu lors de l'étude des courbes paramétrées, réguliers ou critiques sinon. Si jamais par contre la courbe est donnée sur une équation cartésienne de la forme f de xy égale à 0, où f est une fonction de classe C1, on a un point régulier si et seulement si le gradient donc est différent de 0, 0. Donc, pas les mêmes choses tout à fait, mais on a encore la définition de point régulier qui coïncide au final quand on regarde un petit peu le théorème. Donc le théorème admis montre que si on est dans la situation du deuxième point, et ben on est également dans la situation du premier point. Bien entendu, seulement au voisinage du point régulier. Et que donc une courbe définie de manière implicite peut être explicitée, tout ça en fonction d'un paramètre t de temps au voisinage localement de ce point régulier. Voilà. Alors on va continuer avec une petite propriété qui va généraliser l'équation des tangentes pour des courbes. Alors, cette propriété nous dit que si j'ai une fonction f qui est définie toujours d'un ouvert U dans R, qui est toujours de classe C1, si j'appelle C sa courbe, donc de R carré définie par l'équation implicite f de xy est égal à 0, si jamais je me place en un point x0, y0 qui est régulier, alors la courbe possède une tangente en x0, y0, et l'équation est donnée ici. On va d'abord voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est une extension de la notion de tangente pour les courbes définies sous la forme y est égal à g de x. On va retrouver l'équation de la tangente à partir de la formule avant de la démontrer, histoire de vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ce type de formule. Déjà, on va essayer de mettre sous la forme demandée l'expression y égale g de x. Et pour ça, tout simplement, on pourrait dire par exemple que ça devient l'équation g de x moins y égale à 0. Et que du coup, ma fonction f de x et de y, c'est ceci, g de x moins 0. On va appliquer du coup la formule de la tangente à cette fonction-là, et puis on va regarder ce qui se passe. Alors, des ronds f sur des ronds x, ici, des ronds f sur des ronds x, si je regarde, je vais juste avoir du coup des ronds g sur des ronds x. Mais des ronds g sur des ronds x, et g étant une seule variable, c'est ce que j'appelle
G' de x. Donc G' de x pris en x0, y0, donc G' de x pris en x0, puisque G ne dépend pas de y0. Tout ça, facteur de x moins x0, plus la dérivée de f par rapport à y, la dérivée de f par rapport à y, il y a juste ce terme-là qui dépend de y. Donc quand je dérive f par rapport à y, je vais obtenir moins 1, quel que soit le point x0, y0. Le tout multiplié par y moins y0, et ceci va être nul. Je vais passer de l'autre côté, donc y moins y0, et ça va être égal à g' de x0, donc facteur de x moins x0. Maintenant, mon y0, je vais bien entendu l'enlever du membre de gauche, et je vais le passer de l'autre côté. Je vais avoir un plus y0. Certes, mais y0, n'oublions pas que c'est aussi f de x0. Et là, je pense que vous voyez apparaître l'équation de la tangente que vous connaissez depuis la classe de première. Voilà donc pourquoi on a une extension de la formule, donc de la tangente par rapport à la classe de première. Mais ça nous permet quand même de gérer les cas où la tangente est verticale, qui était totalement interdit par rapport au graphe, quand on définissait des courbes comme des graphes de fonctions. Donc là, on a vraiment une extension de la notion de tangente. Donc vous remarquez d'ailleurs, une de mes premières remarques, c'est que si jamais la dérivée de f par rapport à x en x0, y0 est nulle, la tangente est horizontale, et donc, nouveau cas, si jamais on a une dérivée par rapport à y en x0, y0 qui est nulle, la tangente est verticale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir prouver que la normale, donc, qui sera donc une droite perpendiculaire à notre tangente, la normale à la courbe sera une droite passant par x0, y0 et qui sera dirigée par le gradient. Donc on dira que le gradient, il est orthogonal à la courbe au point x0, y0. On va quand même démontrer cette propriété qui peut peut-être paraître assez mystérieuse. En fait, la démonstration tient encore une fois à la règle de la chaîne. Alors la démonstration, j'ai remis la propriété et puis je vais vous convaincre de sa justesse. Donc on se redonne maintenant toujours notre fonction f qui définit de manière implicite notre équation, notre courbe qui est donc C. On suppose que f elle est toujours de classe C1 sur l'ouvert U où elle est définie et on prend un point bien entendu régulier dont le gradient n'est pas nul. D'après les notations du théorème, on sait donc, le théorème que l'on a admis précédemment, on sait donc qu'il existe une fonction gamma qui permet de définir x et y en fonction de t. Donc de manière un petit peu abusive, x, y, on va les appeler x de t, y de t, même si c'est pas tout à fait correct, on va s'autoriser à faire ça. Tout ça sur un voisinage de la forme moins alpha plus alpha, c'est-à-dire un voisinage de 0, puisque x et y restent au voisinage de x0, y0. Bien entendu, gamma de 0 est égal à x0, y0. Dans ce cas-là, on sait que pour tout t, on va avoir cette équation-là, la même, bien entendu que celle définissant la courbe, mais cette fois-ci en la variable t. Donc là, on reconnaît une fonction sur laquelle on peut appliquer la règle de la chaîne. Donc cette fonction g qui à t associe donc le membre de gauche de l'équation, elle est de classe C1. Pourquoi? Parce que gamma est de classe C1 et f est de classe C1, donc on a bien des composés de fonctions de classe C1, et la règle de la chaîne nous donne directement cette égalité-là en dérivant. Donc pour la dérivée, et pour la dérivée à droite, bien entendu, on a dérivé ici cette partie-là a donné celle-ci, et la dérivée de cette partie-là a donné celle-ci. Et là, on reconnaît
quelque chose d'une forme classique, on reconnaît la forme une première coordonnée du gradient multipliée par la première coordonnée de gamma prime et la deuxième coordonnée du gradient multipliée par la deuxième coordonnée de gamma prime. C'est-à-dire qu'en fait, on peut écrire tout ça comme un produit scalaire et que le produit scalaire entre le gradient de f en gamma de t et la dérivée du gradient sera nulle. Ça, c'est vrai pour tout t dans moins alpha plus alpha, mais donc c'est vrai pour t égale à 0, qui est toujours dans l'intervalle moins alpha plus alpha. Et si je réécris ce que j'ai entouré ici en t égale à 0, je vais obtenir exactement la même chose, mais on va avoir ici les dérivées partielles de f en x0, y0 multipliées par gamma prime de 0. C'est-à-dire qu'on va obtenir au final que le gradient de f en x0, y0, il va être par rapport à gamma prime en 0 orthogonal. Mais gamma prime en 0, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de gamma au point x0, y0. Donc ici, c'est un vecteur qui est censé diriger la tangente. Donc gamma, il dirige la tangente, et donc le gradient de f, lui, il est orthogonal à gamma de 0. Donc le gradient de f en x0, y0, c'est un vecteur qui va être orthogonal, même normal, à la tangente. Donc si c'est un vecteur qui est normal à la tangente, on va avoir que l'ensemble des points sur la tangente, c'est l'ensemble des vecteurs qui vont, c'est l'ensemble des points qui vont vérifier cette équation-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va falloir dire ici que le vecteur, si je dis que le point M, il a comme coordonnée xy, si j'ai le point M0 qui a comme coordonnée x0, y0, je vais bien avoir que le vecteur M0, il devrait être orthogonal au gradient de f en x0, y0. Et donc, si j'écris cette relation-là, je vais tout simplement retomber directement sur ma formule. Voilà donc qui explique la formule donc de la tangente pour une courbe tracée avec son équation cartésienne. Enfin, et pour finir sur les courbes du plan, on va s'intéresser aux lignes de niveau. Aux lignes de niveau, et on va déjà définir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de niveau? Il nous faut une fonction f, il nous faut un nombre lambda, par exemple, et on va appeler la ligne de niveau de hauteur lambda, souvent c'est associé à des hauteurs, la partie, en fait, de l'équation, donc la partie de u d'équation y égale lambda égale f de xy. Alors ça va nous permettre de faire un petit lien entre les courbes et les surfaces. Donc quand on est dans l'espace, la fonction qui a xy associe f de xy, c'est donc une surface. Donc c'est une surface, et par exemple pour cette fonction-là à deux variables qui est représentée ici, on a une surface qui est tracée. Et ce que l'on peut faire, donc, c'est à chaque hauteur, entre guillemets, z, on peut tout à fait fixer une hauteur z fixée, par exemple, z est égal à 1, et regarder l'intersection de la surface avec le plan horizontal de hauteur 1, donc le plan d'équation z égale à 1. Et dans ce cas-là, on va trouver que la coupe de cette surface par ce plan va former une certaine courbe, et si on coupe avec plusieurs altitudes différentes, z égale à 0, z égale à peut-être 0,25, 0,
0,30, 0,40, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, etc. On va avoir qui se forment en dessous toutes ces courbes successives qui vont être des lignes de niveau que l'on peut faire bien entendu le parallèle avec les lignes de niveau de hauteur que l'on retrouve sur les cartes dans lesquelles vous repérez, les cartes JPN, où vous avez donc ces lignes de niveau qui représentent l'altitude. On est à altitude constante. Par exemple, quand vous avez une montagne, et ben, vous avez ces lignes de niveau qui sont de plus en plus serrées, puisque ça monte assez vite, et donc vous avez des ronds concentriques qui vous indiquent qu'il y a la présence d'un creux ou d'une montée, donc soit d'une fosse, soit d'une montagne. Donc si jamais je fais à l'aide de Python une petite animation, voilà la courbe en question dont on parle. Voilà, on peut la faire tourner un petit peu, elle est représentée, et j'ai les lignes de niveau qui sont représentées juste à droite, sur la figure à droite. Et si jamais je fais ma vue du dessus, je vais voir la coïncidence entre les lignes de niveau et les couleurs. Je vous rappelle que le rouge, même le noir, c'est ce qui est de côte en Z le plus bas, et ce qui est en jaune, c'est ce qui est de côte le plus haut. Donc on a bien une correspondance entre les deux schémas. Voilà, pour ce qui sont les lignes de niveau. Alors les lignes de niveau, du coup, ce sont les points x, y qui sont solutions d'une équation. De quelle équation? De l'équation f de x, y moins lambda égale à 0. Donc ceci, je pourrais tout à fait l'appeler g de x, y, à lambda fixé, et je pourrais voir que le gradient de g en x, y serait égal au gradient de f en x, y moins le gradient lambda. Bon, le gradient de lambda, il est nul. Donc en fait, le gradient de f en tout point est égal au gradient de g. Autrement dit, le gradient de la fonction f moins lambda est égal au gradient de f. Ça veut donc dire que le gradient, il sera orthogonal à toutes les lignes de niveau. Et ça serait normalement, pas sans vous rappeler, les lignes équipotentielles et le champ électrostatique. C'est l'histoire de gradient, champ de vecteur orthogonal aux lignes de niveau, donc aux lignes équipotentielles, puisqu'ils sont au même niveau équipotentiel. Et ça se matérialise par un théorème donc, qui lie la position du gradient par rapport aux lignes de niveau, qui dit que si jamais j'ai une application f de classe C1 sur un ouvert U, si jamais j'ai lambda un nombre réel, si je me place en un point régulier de la ligne de niveau lambda de f, alors dans ce cas-là, je sais que le gradient il est orthogonal à la ligne de niveau lambda de f en x0, y0. Et en plus, ce gradient, il est orienté dans le sens des valeurs croissantes de f. C'est-à-dire donc que la fonction, si jamais je me déplace de façon élémentaire autour de x0, y0, en ajoutant t fois le gradient de f en x0, y0, et bien dans ce cas-là, cette fonction-là, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins alpha, alpha, c'est-à-dire au voisinage du couple x0, y0, donc pour t compris entre moins alpha et alpha. Alors la première conclusion, je l'ai déjà démontrée, elle est déjà connue parce que c'est la propriété, c'est la remarque précédente, c'était le gradient de f moins lambda est égal au gradient de f. Et pour la seconde, tout simplement, on va encore utiliser la règle de la chaîne. Donc ici, on va toujours avoir notre fonction f qui est de classe C1, et on va définir notre fonction, une nouvelle fonction gamma que l'on va mettre dans f. Donc première coordonnée, on va prendre le chemin affine ici en t autour de x0, et on va prendre aussi pareil autour de y0 le chemin infini. Et donc ici, ça c'est deux fonctions de classe C1 en t logique, et puisque affine, et on va définir cette nouvelle fonction. C'est un nouveau g qui est f de x de t, y de t, avec x de t, y de t choisi tel quel.
Et dans ce cas-là, on refait la règle de la chaîne. Et on trouve, après la règle de la chaîne, au voisinage, donc pour t assez proche de 0, on trouve que g' de t est égal à ceci. En particulier, g' de 0, bah, si jamais je remplace t par 0, je vais avoir la dérivée partielle de f, ici en x0, y0 au carré, puisque les deux termes seront égaux, puis la dérivée partielle de f en y, en x0, y0. Donc j'aurai quelque chose qui sera la norme du gradient, en fait, en x0, y0 de f, le tout au carré. Comme c'est un point critique, avant qu'il n'est pas critique, il n'est pas nul. Donc, g' de 0 est strictement positif. Ainsi, la fonction f, elle est de classe C1. Comme elle est de classe C1, bah, a priori, on est sûr qu'au voisinage de 0, on a g' de t qui est positif. Pourquoi? Parce que g' de 0 est strictement positif. Donc par continuité de g', autour de 0, on va avoir g' de t qui sera aussi strictement positif pour tout t appartenant à moins alpha alpha, d'où le résultat. Enfin, pour finir, donc, on va faire une petite interprétation physique des choses pour voir le lien avec certaines notions de physique. Imaginons que pour appliquer cette propriété, là, on va prendre une fonction v qui va représenter donc un potentiel électrique. Donc c'est logique que je l'appelle V. Du coup, les lignes de niveau de V, ce sont donc, lorsque la fonction potentiel électrique est donc constante, ce sont les lignes équipotentielles. Donc les lignes équipotentielles, elles sont tracées ici sur le schéma. À droite, on les voit assez bien, ces lignes équipotentielles en noir. Si jamais vous prenez un champ électrostatique qui dérive de V, vous allez toujours avoir, d'après votre cours de physique, que le champ électrostatique, c'est le gradient de V, ou plutôt l'opposé du gradient de V. Ici. Donc si votre champ électrostatique, c'est l'opposé du gradient de V, c'est-à-dire que toute ligne de champ de E, donc on va appeler la ligne de champ de E, toute courbe, c'est régulière, ici, tel que pour tout xy, E de xy, ce soit un vecteur tangent à la courbe en xy. D'après ce qui précède, les lignes de champ de E, elles sont forcément, vu que E c'est moins le gradient de V, orthogonales aux lignes équipotentielles de V, et elles vont être dirigées, alors non pas dans le sens des valeurs croissantes comme dit dans la propriété, mais dans le sens des potentiels décroissants. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'opposé du gradient de V. Voilà. Donc ici, vous voyez très bien les lignes de niveau, qui sont donc les équipotentiels, et on a aussi tracé toutes les lignes de champ, ici. Toutes les lignes de champ, donc les vecteurs tangents, pour le champ électrostatique. Et on voit très bien qu'on se déplace avec donc quelque chose qui est orthogonal aux lignes équipotentielles. Bon, on ne voit pas nécessairement, puisqu'on n'a pas exactement à quoi correspondent les lignes de niveau. On voit ici que si on a les lignes de niveau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, on les a ici. Donc ici, on n'est pas avec un exemple de physique, puisque normalement, on va avoir des lignes de champ électrostatique orientées dans le sens des potentiels décroissants, donc il y aura des flèches dans l'autre sens. Mais bon, là, j'ai fait un exemple avec un tracé mathématique et pas physique. Donc voilà qui conclut cette partie sur les courbes du plan et tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux courbes du plan.